Accueil sur ce plateau Pouria Amirchahi. Bonsoir, vous êtes député de Paris, groupe écologiste et social. Vous êtes aussi franco-iranien, né en Iran. À vos côtés, le général Christophe Gomard. Bonsoir. Bonsoir. Député européen LR, ancien directeur du renseignement militaire et commandant des opérations spéciales. Et puis notre fidèle compagnon, tout de suite, qui est à nos côtés, Alban Mikosi, pilier de la rédaction, ancien correspondant à Moscou et en Italie notamment. Pouria Amirchahi, qu'est-ce que vous inspire ces images quand vous voyez ces réfugiés, ces civils iraniens fuyant le pays? Il y a dans tout drame populaire, et le peuple iranien en vient, une dimension universelle. Ce que vivent les Iraniens en exil, c'est aussi les images des premières agressions russes en Ukraine. On avait vu des flots humains quitter les routes. Et je pourrais citer malheureusement la liste de tous les pays où le désastre vient envahir de malheur des civils qui n'avaient évidemment rien demandé d'autre que le droit à une vie douce qui ne leur est pas permise. En Iran en particulier, parce que les Iraniens sont mis sous cloche par ce régime théocratique, criminel depuis longtemps, mais ils n'entendent pas globalement se faire libérer par un criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale et qui évidemment n'a absolument pas l'intention de faire autre chose que d'affaiblir l'Iran pour des raisons sans doute stratégiques, mais dont il sait parfaitement que la guerre qu'il conduit aujourd'hui sur un agenda réactionnaire et dangereux, a aussi pour objectif l'effondrement d'un pays pour garantir à lui et à d'autres alliés, je pense à l'Arabie Saoudite, une forme de puissance régionale garantie. Je voudrais quand même dire une chose sur la réalité géopolitique qui semble nous rattraper là. Il faut s'instruire de l'histoire. Vous l'avez déjà dit sur votre plateau hier et les heures précédentes. On se souvient de 2003. L'effondrement de l'Irak en 2003, au départ, pour lutter contre des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et ensuite, pour expliquer qu'il fallait libérer un peuple de son tyran, a donné une chose, Daesh. C'est-à-dire la dissémination du pire dans une région entière. Et on ne fera pas croire, aujourd'hui en 2025, et là vraiment je voudrais que, avec gravité, les responsables politiques, les chefs d'État et de gouvernement encore empreints de valeurs démocratiques, comprennent ce qui est en train de se jouer là. C'est-à-dire que nous avons un agenda dicté par des personnes dont il faut nommer les acteurs pour comprendre où on en est. Poutine, Netanyahou, Donald Trump, Khamenei. Et donc, à rebours du droit international, qui a été construit pour éviter le retour à la guerre, nous avons là des gens qui, dans leur agenda, qui est un agenda prédateur de ressources, avec, encore une fois, une marche forcée vers leur puissance régionale et leur influence directe au service de leurs seuls intérêts. C'est-à-dire à rebours, et je finis sur ce point, à rebours des enjeux du moment qui doivent normalement, quand on est un dirigeant français, européen, ou démocrate de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, comprendre que les enjeux de l'humanité, c'est d'abord et avant tout, il est minuit moins une, la coopération internationale, et pas la guerre, pas la destruction des civilisations et des peuples. Et j'ai l'impression que on commente là des guerres, des technologies de guerre. Évidemment, ils sont puissants, Israël, et surtout alliés aux États-Unis. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit au fond de notre époque, qui est en train devant nous de rentrer dans une déréliction générale où les principes de droit international n'ont plus aucune valeur, où ceux-là même qui sont censés, qui invoquent leur rôle libérateur, ne libèrent rien du tout. Ils bombardent. Mais s'ils veulent vraiment libérer les gens, qu'ils commencent par protéger les gens. Et donc, il faut respecter le droit international. Et rien dans cette guerre, pour le moment, n'est justifié au regard du droit international. Pouria Amirchahi, pour revenir sur ces éliminations ciblées, je sais bien que votre famille n'était pas vraiment amie avec les mollahs, pas non plus avec le Shah, hein, je vous poserai une question là-dessus après. Mais ces assassinats ciblés, c'est du pragmatisme militaire, c'est une bonne chose quand on sait ce qu'ont fait les mollahs, ou c'est quand même en dehors du droit international? Alors, vous qui êtes député. Je vais le dire simplement, je ne suis pas sûr que les Iraniens, les Iraniennes qui ont subi les exactions de quelques-uns de ces chefs militaires les pleurent, mais il ne faut pas laisser M. Netanyahou continuer une guerre illégale. C'est aussi simple que cela. Cet homme est en train de massacrer cet homme est en train de massacrer des Palestiniens en masse. Il est pour cela recherché par la Cour pénale internationale. Et pardonnez-moi, mais je ne comprends pas comment on peut ne pas voir la gravité de ces pays qui basculent dans quelque chose d'inconnu et qui va nous entraîner vers le pire. Car vous parlez de dirigeants qui sont des démocrates.
Ben, écoutez, élus démocratiquement. Ils sont peut-être élus démocratiquement, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Mais quand vous êtes élu démocratiquement et que vous dites le Canada est à moi, le Groenland est à moi, vous appelez ça comment? Lorsque vous êtes élu démocratiquement et que vous massacrez un peuple entier, permettez-moi de dire... Est-ce que le Canada est américain? Non. Est-ce que le Groenland est américain? Non, toujours pas. D'accord, mais l'intention même, exprimer, oui, mais vous savez, Netanyahou, il a fonctionné par intention aussi. Et puis il est passé aux actes à un moment donné. Et on voit le résultat ici. Qui a commencé le 7 octobre? Qui a commencé, monsieur, le 7 octobre? Rappelons-nous le 7 octobre. Alors, on en parlait hier sur ce plateau. Moi, je ne vous ai pas interrompu, mais si vous voulez qu'on fasse de la polémique, on peut. J'essaie de mettre domino. J'essaie de mettre, mais je voudrais que on se rende compte du fait que notre position de commentaire, y compris sur les technologies militaires, dont sans doute vous maîtrisez les éléments, pas moi en tout cas, on l'a invité, nous amène, mais je comprends bien, nous amène à nous éloigner d'enjeux beaucoup plus fondamentaux qui sont le respect du droit international, que plus personne ne respecte, et notamment ceux qui sont censés en être les garants. Et nos chancelleries, toutes les chancelleries, ne peuvent de donner quitus à des guerres, je m'excuse de le dire, illégal, et quand bien même l'objectif serait, ce qui n'est pas celui de Netanyahou, qui respecte le droit international précisément. On ne peut pas, par exemple, dire d'un pays qui en attaque un autre qu'il est dans la légitime défense. C'est pas comme ça, c'est pas tout à fait les notions du droit international. Et normalement, vous savez ça aussi bien, si ce n'est mieux que moi. Ce que je voudrais dire, c'est que le chaos qui est en train de s'installer ne va certainement pas servir à la libération du peuple iranien. Chacun en a conscience. À quel moment on comprendra que ces objectifs d'affaiblissement de l'Iran auront en fait été finalement laissés aux mains d'une intention qui est tout sauf une intention démocratique et de libération. Personne n'entend soutenir, ici en tout cas, le régime iranien. C'est pas à moi qu'on va faire ce procès d'intention-là. Mais tant qu'on ne procède pas par le droit et que c'est la déraison, la force qui domine, il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de droit. Là, on n'est plus dans un état où le respect du droit international est la préoccupation première de ces dirigeants-là. Alors ça peut paraître des mots abscons, mais il s'agit de millions de femmes et d'hommes. Et derrière, vous verrez que l'Europe sera rattrapée. Et on pourrait avoir un retour de boomerang immense si les chancelleries européennes n'exercent pas leur droit, en tant qu'État souverain, de dire stop. Pouria Amirchahi doit s'absenter après, donc j'ai envie de poser une dernière question avant notre rappel de titre. Vous allez pouvoir réagir à ce que vient de dire Alban, mais j'avais aussi envie de vous poser une question. Tout à l'heure, on parlait des conséquences en cascade et des retours de boomerang. Je crois que vous disiez cela. Alors, vous êtes bien plus expert que moi en histoire iranienne, mais on parle toujours de la révolution iranienne des mollahs en 79, mais on oublie qu'en 53, téléguidé par les États-Unis, sans doute la CIA, il y a eu un coup d'État qui a renversé un chef d'État légitimement élu, le Shah revient, votre famille n'était pas non plus très bien traitée par le Shah, et donc on voit bien que les Américains mettent en place un régime qui croit être à leur solde, celui du Shah, et puis après, le boomerang arrive. Vous avez parfaitement résumé les mauvaises ruses de l'histoire, et c'est ce qui risque de nous arriver. L'Europe, l'Occident en général, ne peut pas, elle qui a voulu faire prévaloir sa légitimité fondatrice de valeurs universelles, être celle qui cautionne la dérédiction générale de ce système de valeurs. Or, c'est ce qui nous est reproché et qui nous est renvoyé, le deux poids deux mesures, qu'on entend régulièrement. Deux poids deux mesures à tous les niveaux. Par exemple, je vous donne un exemple que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit, et je vous en remercie, je suis très touché, la grande civilisation iranienne, c'est une grande civilisation. Mais toutes les cultures sont des grandes civilisations. La palestinienne tout autant que l'ukrainienne. Des grandes civilisations qui contribuent au bien commun de notre humanité. Et puisque l'on parle, je veux sortir des principes pour revenir à la question iranienne. Il y a eu une contrainte faite à l'Iran, heureusement, pour contrôler son programme d'enrichissement nucléaire. Pourquoi ça s'est arrêté et qui l'a arrêté? Donald Trump. Il y avait des contrôles, ça fonctionnait. Il y avait des contraintes, c'était ralenti. Et je veux dire, leur niveau d'enrichissement était tel qu'ils n'étaient pas en capacité, et d'ailleurs, ils ne sont toujours pas en capacité de produire une bombe atomique, même si, effectivement, ils ont un programme d'enrichissement. C'est Donald Trump qui a pris cette décision. Pas moi qui le dis, c'est François Hollande, l'ancien président de la République. Il était des négociations. Au premier rang de ces négociations, comprenez bien l'irresponsabilité coupable de dirigeants politiques qui, au nom de valeurs qu'ils ne prétendent pas défendre eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce mensonge ne marche plus auprès des peuples.
ne marche plus. Mais de toute façon, Donald Trump ne cherche même pas à le cacher. Alors, au moins, il y a le mot de la fin pour Yamir Shahi. Il y a cette apparence de vérité. Mais oui, vous avez raison. À force de vouloir, au nom des peuples et à leur place, surtout venant de l'extérieur, leur dire ce qu'il faut faire, je crois que vous prenez en pleine figure l'amertume profonde et la rancœur plutôt que la reconnaissance d'alliés réels. Et je vous assure que pour avoir discuté avec des réfugiés qui étaient des femmes qui se dévoilaient en Iran, elles ne le vivent pas du tout comme ça. Elles auraient peut-être besoin de plus d'aide et on contribue beaucoup à la résistance iranienne en finançant les films indépendants iraniens qu'en leur envoyant des bombes sur la tête. Allez, merci beaucoup pour Yamir Shahi.